Ouais. Officiel. À ton tour, Hugo. Tout le monde est là, oui. Bonjour tout le monde. Merci d'être là pour la présentation de l'examen doctoral de Sabrina Cloutier. Je ne vous dis pas le titre, là, vous le voyez à l'écran. Donc, le déroulement de l'après-midi, là, c'est que Sabrina va faire une présentation de son examen de 30 minutes à peu près, ou un petit peu plus, là. Ensuite de ça, on aura un petit peu de temps là, s'il y a des personnes qui ne font pas partie du comité et qui souhaiteraient poser des questions. Suite à ça, on va rester seul, le comité, avec Sabrina pour les périodes de questions en lien avec l'examen. On rappelle que les membres du comité, évidemment, ont lu la version écrite. Mais je dis aux membres du comité que Sabrina n'a pas vu vos commentaires. Alors, OK. si vous constatez là, qu'elle n'y répond pas dans sa présentation, c'est normal, elle ne les a pas vus. Et suite à la période de questions, là, Sabrina va quitter la salle pour que les membres du comité puissent délibérer et lui attribuer là, la note et qu'on va lui donner à la fin. Alors voilà, j'ai déjà trop parlé. Sabrina, je te laisse faire ta présentation. Parfait, merci beaucoup. Parfait. Donc, merci à tous d'être présents pour ma présentation d'examen doctoral. Donc, la question qu'on m'a demandé de répondre, c'est si l'aménagement forestier écosystémique remplit son rôle vis-à-vis de la conservation de la biodiversité en forêt boréale. Et si jamais les connaissances sont actuellement insuffisantes, ben, quelle devrait être la recherche prioritaire qui devrait être faite pour pouvoir répondre mieux aux questions, à cette question? Parfait. Donc, il y a eu beaucoup d'innovations en foresterie au cours du 20e siècle, mais ces innovations-là étaient surtout autour de la productivité forestière. Donc, par exemple, comment on pourrait favoriser la régénération, comment on pourrait conserver une meilleure qualité de tiges de bois qu'on va récolter, comment on peut préserver le volume en bois dans le temps, et comment on peut faciliter l'établissement de nos essences résineuses. Mais on s'est rendu compte que de seulement inclure la productivité forestière, ça peut entraîner des conséquences sur le peuplement forestier. Par exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait des modifications qui survenaient dans la composition forestière. On a des pertes de superficie en vieilles forêts. Et aussi, il faut se questionner sur comment on fait la gestion des sols. Mais aussi, on a constaté une diminution du volume de bois mort dans les peuplements forestiers. Et tout ça peut ultimement avoir des conséquences sur la biodiversité forestière. Donc, c'est là qu'est arrivé l'aménagement forestier écosystémique, qui, au lieu de seulement inclure la productivité forestière, veut inclure d'autres enjeux dans la façon dont on va aménager les forêts, dont des enjeux sociaux et des enjeux environnementaux. Donc, qu'est-ce que c'est que l'aménagement forestier écosystémique? En fait, c'est un modèle forestier qui nous permet d'aménager la forêt pour que nos paysages aménagés soient le plus similaires possible aux paysages qui se forment de façon naturelle. Donc, même avant que l'humain ait un impact sur la forêt, les forêts avaient déjà une dynamique et ils changeaient, dû principalement à deux moteurs qui sont les perturbations naturelles et la succession forestière. La perturbation naturelle principale en forêt boréale, c'est les feux forestiers, qui sont principalement initiés par l'homme ou par la poudre, et ils sont favorisés lorsqu'il y a des conditions qui sont sèches. Et on a constaté que 95% des feux environ vont affecter des aires qui sont relativement faibles, mais il y a 5% des feux qui vont être vraiment plus larges, puis vont affecter jusqu'à 85% de l'aire forestière. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les gros feux, ils sont moins fréquents, mais c'est eux qui vont avoir un plus gros impact sur l'aire forestière. Ensuite, on a également les épidémies d'insectes que, pour certains endroits, ils peuvent affecter même autant la forêt boréale ou même plus. Par exemple, dans l'Ouest canadien, on a un climat qui est plus sec, il va y avoir plus de feux forestiers. Et j'ai dit dans l'Ouest, ok, pardon. Dans l'Est canadien, les forêts sont beaucoup susceptibles aussi aux épidémies d'insectes. Donc, une épidémie d'insectes, ça survient quand il y a un insecte
qui augmentent à une abondance telle que ça peut avoir des dommages sur notre écosystème, hein. Et ça, ben, ces dommages-là, ça peut être par exemple de la défoliation ou des insectes qui vont venir percer le bois. Ça ne va pas nécessairement causer la mortalité de l'arbre, mais ça va augmenter sa vulnérabilité à d'autres perturbations, comme par exemple les vents, les maladies, qui ultimement vont peut-être causer la mortalité de notre arbre. Et souvent, les épidémies d'insectes vont suivre des cycles où on va avoir des moments où il y a une forte abondance de l'insecte, ça va être très dommageable, intercoupé de temps ou assez long, hein, où l'insecte n'est pas si dommageable que ça dans l'écosystème. On a d'autres perturbations qui affectent le biome boréal, hein, comme les chablis, la glace et la neige, et le castor, qui sont d'autres exemples, hein. Ensuite, on a aussi la succession forestière qui va apporter des changements dans le temps à notre peuplement. La succession forestière, c'est beaucoup avec l'effet du temps où les arbres finissent par mourir, ils vont être remplacés par d'autres, hein. Et ça peut suivre différentes voies selon la dernière perturbation qui a eu lieu, hein, la station sur laquelle on se situe, hein, et les espèces qui étaient déjà environnantes au site. Donc, par exemple, ici, on a l'exemple d'un feu qui aurait brûlé une forêt, hein, qui peut mener à différentes premières cohortes et qui vont évoluer jusqu'à arriver à un peuplement qui est âgé, que lui aussi va avoir une dynamique qui est une dynamique par trouée. Donc, dans les vieux peuplements, on a des zones où les arbres finissent par mourir, vont être remplacés par d'autres, et ça crée beaucoup de variabilité au sein même d'un peuplement. Donc, au final, l'aménagement forestier écosystémique, ben, ça vise vraiment à s'inspirer, hein. Le but, c'est pas de les imiter, mais c'est vraiment de s'inspirer des perturbations naturelles et de la succession forestière pour créer, avec nos coupes forestières, des paysages qui vont être assez similaires à ce qu'on retrouve en milieu naturel. Et ben, en fait, aussi, les plans d'aménagement forestier vont être propres à chaque région, hein, parce que, ben, techniquement, ils devraient l'être, hein, pour qu'on choisisse nos types de coupes en fonction des perturbations qui affectent normalement la région, hein. Et aussi, ces plans-là vont être balisés par la variabilité naturelle des forêts. Puis par variabilité naturelle, je veux dire qu'une forêt, comme elle change dans le temps, hein, elle peut avoir plusieurs états. Donc, si je donne un exemple, disons qu'on s'inspirait de la forêt abitibienne, hein, ben, on pourrait s'inspirer on pourrait utiliser deux axes, qui seraient par exemple la variation de la composition et la variation de l'âge moyen, mais on pourrait avoir d'autres axes possibles pour expliquer la variabilité de la forêt, hein. Mais disons que ça, le cercle ici représente tous les états que la forêt abitibienne a connus, hein. Et si, par exemple, on prenait un portrait en 1750, ben, on aurait peut-être une composition qui serait de telle et un âge moyen ici, hein. Mais si en 1757, donc 7 ans plus tard, on reprenait une autre image de la forêt abitibienne, ben, peut-être que la composition serait un peu différente, peut-être avec plus de peupliers faux-trempe, par exemple, et l'âge moyen serait peut-être aussi différent, donc ici, potentiellement plus basse, hein. Donc, tous ces états-là, ça représente des états que la forêt a déjà connus naturellement avant que l'homme ait eu un impact sur la forêt, hein. Et c'est tous des états que, si nous, on vient la perturber, mais qu'on reste dans cette variabilité-là, on est confortable parce qu'on se dit que la biodiversité, elle a déjà connu ce genre d'état-là. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est de se retrouver dans des états qu'on n'a jamais été auparavant, hein. Et de préférence, on ne va pas se rendre non plus sur les limites, on va se garder une marge de manœuvre. Comme ça, s'il y a une année qu'on a besoin de plus récolter de bois ou qu'il y aurait plus de perturbations naturelles, ben, on a cette petite marge-là qui vient nous empêcher de sortir de notre variabilité naturelle. Donc, les objectifs, comme je vous disais, c'est de réduire l'écart entre le paysage aménagé et naturel. Et ça, théoriquement, on s'attend à ce que ça puisse protéger la diversité d'habitats forestiers, maintenir les processus écosystémiques et, ultimement, préserver la biodiversité forestière. Mais la question à laquelle on m'a demandé de répondre, c'est si la théorie de ce modèle-là peut vraiment fonctionner pour conserver la biodiversité. Donc, le premier sujet que je vais aborder, c'est si les paysages qui sont créés par les coupes totales forment des habitats qui peuvent être similaires à ce qu'on va produire une zone qui a été affectée par un feu forestier. La deuxième thématique, c'est je veux vérifier si certains procédés sylvicoles peuvent nous permettre d'améliorer la concordance, comme le brûlage dirigé et la rétention forestière.
Ensuite, je veux voir si les paysages formés par les coupes partielles peuvent nous permettre de former des paysages qui sont similaires aux perturbations secondaires ou à la dynamique par trouée des vieux peuplements. Et finalement, explorer les avenues de la recherche dans le domaine. Pour répondre à tout ça, je vais faire des exemples au cours de la présentation qui vont toucher principalement 4 groupes qui sont les lichens, les oiseaux, les mammifères et les insectes. Donc, pour commencer, on va parler de la concordance qu'il y aurait potentiellement avec les feux forestiers et les coupes totales. Parce que quand l'aménagement forestier écosystémique a commencé, les feux ont été une grande source d'inspiration et on a rapidement fait un rapprochement avec ce qui se passe dans les coupes totales. Et ça s'explique par différentes raisons. Et au niveau local, c'est que les deux perturbations vont causer la mortalité de la majorité des arbres qui sont dans l'air affectés. Ensuite, les deux perturbations peuvent affecter les sols de façon variable. Les deux vont mener à l'ouverture de la canopée et ils vont aussi favoriser la régénération des espèces pionnières. Donc là, jusqu'à là, ça va, on se dit que ça se ressemble. Ensuite, il faut aussi avoir une concordance au niveau du paysage. Donc, imaginez qu'avant, il y avait des feux avant même qu'on affecte la forêt. Et ces feux-là, annuellement, en moyenne, ils affectent une superficie forestière. On va dire que les taches oranges représentent la moyenne qu'ils vont affecter annuellement. Mais là, aujourd'hui, si jamais la fréquence de feu n'aurait pas changé, on aurait en moyenne la même superficie qui est affectée. Et qu'en plus, on venait faire des coupes forestières, annuellement, en moyenne, on aurait plus de peuplement qui reviendrait en début de succession. Donc, on finirait par affecter notre structure d'âge de la forêt en la réduisant. Sauf que si, dans le temps, aujourd'hui, on observait une réduction de la fréquence des feux, donc le feu qui est toute cette superficie-là, finalement, aujourd'hui, n'est plus affectée, ça nous donne de l'espace pour potentiellement récolter cette forêt-là sans avoir un gros impact sur le paysage. En tout cas, on va y en revenir, mais théoriquement, ça serait ça qu'on s'est dit au début. Et on est chanceux parce qu'il y a eu une réduction de la fréquence des feux par rapport aux tendances historiques. Et ça s'explique par deux phénomènes qui sont la suppression des feux, parce qu'on a investi beaucoup là-dedans, mais aussi on a observé une réduction des sécheresses par rapport à ce qui se passait avant que l'humain affecte les forêts. Donc tout ça, ça nous a encouragés à faire l'utilisation des coupes totales dans nos forêts boréales. Mais là, survient le premier enjeu qui est problématique un peu. C'est la disponibilité en bois mort dans les peuplements. Parce que nos deux peuplements causent une grande mortalité des arbres, sauf que dans un cas, les arbres brûlés, ils restent sur le site. Et dans le cas de la coupe forestière, les arbres morts, on part avec une bonne partie du bois. On part avec tout le tronc, puis il ne reste pas grand-chose sur le site, à part des souches et des petits morceaux de bois de branchage. Et de façon générale, avoir plus de bois mort sur un site, ça va aider à soutenir une meilleure diversité d'organismes qui sont saproxylés, qui sont les organismes qui dépendent du bois mort pour au moins une partie de leur cycle de vie. Et de façon plus précise aussi, dans les sites brûlés, les premières années, on a vraiment une grande abondance de chicots qui va être produit, donc des arbres sur pied morts. Alors que dans les coupes totales, comme je disais, on est parti avec le bois, donc il n'y a pratiquement pas de chicots. Des fois, il en reste quelques-uns, mais pas beaucoup, disons. Et ces chicots-là, en fait, ils ont une importance pour la biodiversité. Par exemple, pour certains oiseaux qui vont aller nicher dans les cavités qui vont former dans les chicots. Mais ces oiseaux-là, on ne les retrouvera pas nécessairement dans les sites de coupe. Donc, on va avoir attiré d'autres types d'oiseaux qui vont aller dans les coupes, mais pas ceux-là. Il y a aussi plusieurs lichens qui vont se former sur les troncs des chicots, et il y en a certains qui vont même utiliser les substrats qui sont carbonisés, donc ils sont vraiment attirés par, pas attirés, mais ils colonisent mieux ces substrats-là. Et finalement, ces chicots-là, dans le temps, ils vont finir par tomber, soit par un bris ou par un renversement, et ça va créer une nouvelle ressource qui va être utilisée par un autre pool d'organismes, qui n'aura pas lieu dans les coupes totales. Un exemple avec les insectes, c'est lorsqu'on a un feu forestier, sur le coup, ça va causer soit la mortalité des organismes ou ça va causer leur dispersion. Donc, quand il y a le feu, ils vont se disperser vers des zones adjacentes.
Mais une fois que le feu est parti, ben, ça va émettre des signaux de chaleur et de fumée qui peuvent attirer quelques organismes qu'on appelle des organismes pyrophiles, hein, qui, eux, en fait, ce qu'ils cherchent, c'est le bois fraîchement mort. Donc, quand ils sentent ces signaux-là dans l'air, ben, ils savent qu'il va y avoir bientôt du bois fraîchement mort de disponible. Donc, ces insectes-là, ben, ils sont attirés par ça. Et éventuellement, ils vont être soit accompagnés par d'autres organismes saproxyliques ou tranquillement remplacés par d'autres parce que les chicots, ben, à mesure du temps, ils vont se décomposer. Ils seront plus du bois fraîchement mort et les organismes pyrophiles, ben, ils vont finir par partir et ils vont être remplacés par d'autres organismes. Donc, il y a comme toute une série de colonisations qui se passent dans le bois. Dans les coupes forestières, on peut aussi avoir de la mortalité et de la dispersion qui peut des fois être moindre, hein. Mais la première année, on remarque qu'il y a quand même une certaine importance des petits résidus ligneux qui peuvent rester sur les sites, hein. Et ça va attirer la première année des insectes qui vont se rendre pour coloniser ces pièces-là. Mais ça reste que c'est des pièces de bois qui sont pas très diversifiées. C'est tout le temps soit des petites pièces ou des souches. Et ben, c'est souvent du bois qui vient qui est mort lors de la coupe forestière, hein. Donc, il n'y a pas beaucoup, c'est pas très divers comme type de bois. C'est tout le temps la même affaire. Ce qui fait qu'à partir de la deuxième année, ben, on remarque déjà une stagnation ou une régression de la colonisation par les organismes saproxyliques, hein. Donc, somme toute, hein, quand il y a un feu forestier, on a beaucoup de chicots, hein, mais quand on a une coupe totale, on n'en a pratiquement pas, hein. Les chicots vont produire aussi du bois mort au sol avec le temps, hein, alors que dans les coupes totales, le bois mort au sol fait en majorité 10 à 20 cm de diamètre, hein, et les degrés de décomposition du bois est plus variable dans les feux forestiers que ce qu'on retrouve sur les parterres de coupe totale. Ensuite, le deuxième enjeu que je voulais vérifier dans ma présentation, c'est l'impact que ça peut avoir sur les sols de faire une coupe totale versus les feux forestiers. Donc, les feux forestiers peuvent avoir différentes sévérités. Ils peuvent être de faible sévérité et, dans ce cas-ci, affecter moins les sols, hein. Donc, on va maintenir la couche organique une fois que le feu va avoir passé. C'est principalement quand le feu affecte juste la canopée des arbres que ça va arriver, hein. On peut avoir des feux de forte sévérité, hein, ceux qui vont affecter aussi les aires forestières les plus grandes, hein. Et eux vont ils vont venir consommer la matière organique de façon variable, allant jusqu'à exposer le sol minéral. Mais on a aussi différentes coupes forestières qui nous permettent aussi de jouer un peu avec l'intensité à laquelle on va perturber le sol. Par exemple, on a les CPRS, donc des coupes avec protection de la régénération et des sols, qui vont être soit appliquées en limitant les endroits où la machinerie va passer, ce qui fait qu'on va mieux préserver les sols, ou on peut appliquer aussi ces coupes-là durant la saison hivernale pour ne pas trop affecter les sols. Donc, ça nous permet de maintenir la couche organique. Ou au contraire, on peut avoir des coupes totales avec préparation des sols qui vont nous permettre de vraiment venir plus affecter la matière organique, ce qui se rapprocherait plus d'un feu de forte sévérité. Pour ce qui est des CPRS, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on fait la coupe, ben, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'affecte pas beaucoup la matière organique et les espèces qui étaient présentes à ce moment-là tendent à rester là. Par exemple, les lichens de fin de succession vont rester présents même après la coupe forestière. Et ça limite aussi l'établissement d'espèces qui sont pionnières. Jusqu'à présent, ça va parce que le feu de faible sévérité, il tend à faire ça aussi quand il n'affecte pas les sols. Et aussi, on a le cas des sols qui sont sujets à la palidification, donc à de l'accumulation de matière organique dans le temps. Les CPRS vont tendre à conserver cette accumulation-là, comme le fait les feux de faible sévérité, hein, et ça va nous produire des sols qui sont frais, peu nutritifs, avec un pH acide, qui peut venir à une perte de productivité forestière dans le temps, quand on laisse cette matière organique-là pendant un certain temps. Mais comme je vous disais, ça va quand même dans le sens que ça représente quand même bien ce qui se passe de façon naturelle avec les feux de faible sévérité. Ensuite, si on fait une préparation des sols, par exemple, il y a différentes façons. On pourrait utiliser le brûlage dirigé que je vais expliquer plus tard, mais on peut aussi passer par le scarifiage, qui est une méthode mécanique de préparer le sol, qui va venir un peu mélanger notre sol minéral et organique ensemble, hein.
Et généralement, on l'utilise parce que ça a un effet bénéfique sur la croissance et la survie des plants au début de l'établissement, hein. Mais contrairement au feu, on remarque que ça peut mener aussi à une plus grande compaction des sols, hein, une réduction du carbone organique et on a moins de nutriments qui réintègrent le sol que ce que fait les feux forestiers de forte intensité. Au niveau de la colonisation, hein, des végétaux, hein, ça peut prendre 5 ans avant d'avoir une couverture de sol, hein. Donc, soit ça peut être un peu n'importe quoi, là, des débris ligneux ou juste un peu de végétation ou de la litière qui va s'accumuler sur le sol, hein. Ça peut prendre jusqu'à 12 ans avant d'avoir une bonne colonisation par les arbustes, hein. Et les bryophytes et les lichens, ça peut prendre plus de temps encore que ça avant qu'ils viennent vraiment se réétablir sur les sites, ce qui peut être plus long que ce qu'on observerait lors d'un feu forestier. Un autre désavantage du scarifiage, c'est que ça vient nuire à la quantité de débris ligneux qui étaient présents sur le site, hein. Donc, toutes les petites pièces de bois qu'on avait tantôt qui avaient quand même une certaine importance, hein, quand on fait le scarifiage, bien, on vient les réduire parce que la machinerie va les broyer, hein. Donc, certains ont observé près de 68% de perte du volume en bois mort après le scarifiage. Et aussi, ça peut mener à un risque d'enfeuillement plus accru que ce qu'on observerait lors d'un feu, hein, où on perdrait notre dominance de conifères vers une plus grande abondance de feuillus. Donc, somme toute, les CPRS peuvent préserver les individus qui étaient déjà présents avant la coupe. Et au final, ça fait une job assez similaire à ce que le feu forestier de faible sévérité fait, hein. Mais il faut aussi faire attention à ne pas surreprésenter ce type de peuplement dans nos écosystèmes plus que ce qui serait normalement avec les feux. Parce que oui, ça a certains avantages, mais il y a certains côtés négatifs aussi à ça. Ensuite, le scarifiage, lui, ça a des avantages aussi du côté de la productivité forestière où des fois on va aider nos semis à croître, mais du point de vue de l'habitat qui est créé par rapport à ce que le feu forestier fait, il y a quand même des distinctions, hein, dont pour la colonisation de la végétation après la perturbation. Le troisième enjeu que je voulais aborder, hein, c'est les forêts anciennes, hein. Donc, comment ils sont préservés sous aménagement? Bon, au début, je disais que maintenant, on a une fréquence des feux qui est moindre que la tendance historique, ce qui fait qu'on a de la place pour faire des coupes forestières. Sauf que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les feux hein, ont tendance à affecter les peuplements forestiers qui se retrouvent dans différentes strates d'âge, hein. Ce qui fait que, en fait, les feux vont prendre plus de force dans des peuplements qui sont matures et âgés parce qu'il va y avoir une plus grande abondance de combustible, hein. Mais quand le feu est très gros, hein, il finit par ravager un peu tout ce qu'il va y avoir sur son passage. Donc, les jeunes peuplements, ils vont y passer aussi. Sauf que les coupes forestières, elles, ils vont viser vraiment les peuplements matures ou les forêts anciennes, hein. Parce que c'est tout simplement pour des raisons logiques qu'on n'ira pas couper une jeune forêt avec des tiges qui sont complètement inutiles pour la foresterie. Exactement. Donc, l'aménagement forestier met une plus grande pression sur les peuplements matures et âgés que le fait les feux forestiers. Donc, à chaque étape de la succession la succession forestière, désolé, hein, il y a tout le temps certains attributs à chacune de ces étapes-là qui font que la biodiversité, des fois, il y a certains organismes qui vont préférer un état successionnel qu'un autre, hein. Par exemple, un des attributs des forêts anciennes, c'est qu'on va avoir plusieurs arbres qui vont avoir un diamètre qui est assez élevé, hein. Et ça, c'est autant vrai pour les arbres vivants que les arbres morts, hein. Donc, encore une fois, ben, c'est des attributs qui peuvent être recherchés par certains organismes, hein. Par exemple, des oiseaux qui vont excaver et nichent dans des cavités dans les arbres, comme le grand pic ou le pic à dos noir, hein. Et on observe aussi que ces cavités-là, ben, ils vont souvent être utilisées par d'autres organismes par la suite, hein. Par exemple, 67% des cavités excavées par le grand pic sont utilisées par d'autres ensuite, hein. Mais aussi, on observe que certains insectes saproxyliques préfèrent les arbres qui vont être seulement de grand diamètre, qui ne vont pas coloniser les petites pièces de bois. Et ces insectes-là, ben, aussi, vont rentrer dans l'alimentation des autres organismes par la suite.
Un autre attribut des forêts anciennes, c'est la dynamique par trouée, qui va nous causer, qui va créer une variabilité verticale dans le peuplement. Donc, c'est des forêts qui vont être inéquiliennes parce qu'il y a des arbres qui vont être jeunes, mais là, avec des arbres qui vont être plus âgés. On a aussi une variabilité horizontale avec des trouées qui, parfois, ils vont être colonisés par d'autres arbres, ce qui fait que dans un même peuplement, des fois, on peut avoir différentes espèces d'arbres qui se côtoient. Ce qui fait que dans ces peuplements-là, on a une diversité d'habitats et des microclimats qui sont variés à même le peuplement. Et je vous donne des exemples de comment ça peut affecter la biodiversité. Par exemple, il y a la croissance de plusieurs lichens qui va être affectée, en fait, des croissances, les lichens épiphytes, que la croissance est favorisée quand que la luminosité, la radiation solaire est d'au moins 40%. En fait, c'est en lien avec l'ouverture de la canopée. Bon. Fait que si on est dans un jeune peuplement, la radiation solaire est trop importante, ce qui fait que ces lichens-là n'ont pas une croissance qui est optimale. Quand on est dans un peuplement qui est mature et que la canopée est bien fermée, encore une fois, la croissance n'est pas optimale, mais ils atteignent un certain optimum quand ils sont dans ces peuplements-là où la forêt est inéquilienne, ce qui arrive fréquemment dans les peuplements âgés. On a aussi le caribou forestier qui, contrairement aux autres ongulés, préfère les peuplements matures ou âgés parce que ça va lui permettre de mieux éviter ses prédateurs comme le loup. Et c'est aussi là qu'il va trouver tout ce que ça lui prend pour sa diète. Et finalement, comme je disais, à chaque étape successionnelle, il y a certains organismes qui sont mieux adaptés à un habitat ou à un autre. Et dans les peuplements qui sont matures ou âgés, on a des spécialistes forestiers, comme par exemple des écureuils, des chauves-souris, la martre ou certains insectes forestiers qui vont tout simplement mieux utiliser les ressources ou pouvoir mieux se déplacer dans les forêts. Un autre paysage qui est créé dans les forêts anciennes, c'est les vieilles forêts qui sont palidifiées. Ça va arriver dans les sites qui sont plats et mal drainés, et ça résulte d'une accumulation de la matière organique. Et ça, en fait, ce que ça peut mener, par exemple, ça serait qu'on aurait un peuplement d'épinettes noires qui est mature, qui, dans le temps, tranquillement, deviendrait palidifié et finalement migrerait vers une tourbière forestière. Il y a certains groupes taxonomiques qui vont être moins riches dans ce type d'habitat-là, mais il y en a d'autres, au contraire, que ça va les avantager. Mais du point de vue de la productivité forestière, c'est pas le meilleur paysage à avoir. C'est pas le mieux, mais tout de même, ça peut être un habitat qui peut rester important dans le paysage boréal et qui est à conserver dans une certaine mesure. Donc, un bilan pour les forêts suramées, c'est qu'on note un déclin de ces forêts-là dans le paysage boréal, mais qu'il y a une biodiversité qui, quand même, soit préfère ou des fois une meilleure croissance ou une meilleure abondance dans ces forêts-là, qui fait en sorte que ça peut être, ça fait en sorte que c'est important de les préserver pour la biodiversité forestière. Donc maintenant, il y a différents procédés sylvicoles qu'on peut appliquer qui vont nous permettre d'augmenter la concordance entre nos coupes totales et nos feux forestiers. Et un des exemples que je voulais aborder, c'est le brûlage dirigé. Donc, c'est vraiment une opération sylvicole qui va venir avec des gens qui sont quand même assez qualifiés, qui vont venir brûler soit les résidus qu'il y a au sol, ou des fois, on va même pouvoir brûler des arbres qui vont rester morts sur place. Donc, ça peut viser différents objectifs, comme restituer les nutriments au sol, préparer les sols pour la régénération, ou parfois éliminer des espèces indésirables. Au Canada, c'est principalement l'Ontario et la Colombie-Britannique qui utilisent cette technique, mais elle reste plus populaire en Europe. Le coût d'application est généralement moindre aussi que ce qu'on peut avoir avec un dégagement mécanique. Donc, le brûlage des sols, ce qui se passe, c'est qu'on va venir immédiatement enlever la végétation au sol qui était présente. Donc, on vient tuer les organismes qui étaient présents. Mais ça va favoriser le retour d'organismes pionniers, ou aussi, on se rend compte que, par exemple, dans le cas des lichens, si on ne procède pas à ce genre
perturbation-là, ben, dans le temps, les lichens commencent à être plus déplacés par les mousses qui vont prendre l'espace. Mais quand on fait ce genre d'application-là, sur le coup, ça va les nuire, mais à long terme, ça facilite leur retour. Et donc, ça peut dépendre de notre objectif de conservation. Si le but, c'est de conserver les organismes qui sont présents à ce moment-là, on est mieux d'éviter de faire du brûlage dirigé et plutôt faire une CPRS traditionnelle. Mais si on veut voir le retour de nos espèces pionnières et potentiellement aider à long terme le retour de certains organismes de fin de succession, ben là, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'utiliser ce genre de technique-là. Aussi, le brûlage dirigé, ça peut nous permettre de produire du bois mort. Et je vais y revenir un peu plus tard, là, mais ça dépend des circonstances. Et aussi, ça peut nous permettre de produire des substrats qui sont carbonisés, qui vont être utilisés par certains organismes. Donc, ça nous permet de former des habitats différents pour la biodiversité sur les sites même perturbés de la coupe totale. Mais il y a certaines limitations à l'utilisation du brûlage dirigé, comme la faible variabilité que ça va créer par rapport à ce qu'on voit dans les feux forestiers. Parce que les feux forestiers, ils ont une diversité d'intensité qui va venir affecter le peuplement de façon différente, alors que ce qu'on fait avec le brûlage dirigé, ça tend souvent à se ressembler. On va jamais faire des énormes feux, puis on fera jamais des tout petites opérations. Fait que ça va toujours être comme dans le même range un peu de qu'on va affecter le peuplement. Ensuite, une autre limitation, et c'est là que je voulais revenir tantôt, c'est que dans certains cas, on peut faire l'effet inverse. On peut venir réduire la quantité de bois mort qu'on a si on s'attaque juste à ce qui est au sol, parce qu'on va venir brûler le bois, en fait, et on peut tout simplement venir détruire la ressource. Donc, si le but, c'était d'accroître le bois, ben là, on vient de passer à côté de notre objectif. Mais c'est généralement plus efficace quand on joint le brûlage dirigé avec la rétention forestière, et ça aussi, je vais y revenir dans pas très long. Une autre limitation, ben, c'est les inquiétudes qui sont liées avec la production de fumée et de polluants atmosphériques par la méthode. Et aussi, ben, ça prend de la main-d'œuvre qui est quand même assez qualifiée pour ne pas échapper à un feu non plus. Donc maintenant, une autre méthode, c'est la rétention forestière. Donc, ben, une autre méthode qui nous permettrait peut-être d'accroître la concordance entre les feux et les coupes totales. Donc, la rétention forestière, ça vise à maintenir soit des îlots forestiers ou des arbres isolés sur notre parterre de coupe. Ça peut nous permettre d'augmenter notre production de bois mort qui va demeurer sur le site après notre coupe. Par exemple, les lignes pleines, la bleue ici, la jaune là, ça représente si on aurait maintenu au départ 50 mètres cubes à l'hectare de bois sur notre parterre de coupe. Versus ici, on aurait maintenu 10 mètres cubes à l'hectare de... En fait, je dis de bois, mais c'est vraiment des îlots forestiers ou un arbre encore vivant qu'on aurait laissé là. Et ici, vous avez le cas en bleu qui est qu'on n'aurait pas fait de brûlage dirigé. Et en jaune, c'est si en plus on avait ajouté du brûlage dirigé. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on permet à des îlots forestiers de rester, dans les 4 premières années, on a une grande production de bois mort qui se fait dans ces années-là. Ensuite, ça va se stabiliser, puisqu'il y a vraiment un choc au début après la coupe qui fait qu'il va y avoir une grande augmentation de la mortalité. Mais ensuite, ça tend à se stabiliser. Et dans les 4 premières années, c'est surtout des chicots qui sont produits. Et peu à peu, ces chicots-là vont tomber et produire de la matière au sol aussi. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que ces arbres-là, qui sont devenus des chicots, c'est des arbres matures qu'on a laissés sur place. Contrairement aux coupes forestières, on ne fait pas de rétention, que là, les seules pièces de bois qu'on a, c'est des pièces qui ont généralement des diamètres plus faibles. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que c'est logique, là, mais plus on garde des îlots forestiers qui sont plus volumineuses, ben on va produire plus de bois dans le temps. Et aussi, si on joint ça avec du brûlage dirigé, ben là, on va accroître encore plus la mortalité, donc on va produire plus de bois mort. Et tout ça, ben, ça nous permet d'ajouter du bois mort de grand diamètre sur les sites de coupe totale. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs organismes
qui vont utiliser du bois mort qui font au moins 20 cm, et il y a un autre pool aussi qui vont utiliser le bois mort juste quand il fait au moins 40 cm. Donc, en ajoutant ça sur nos parterres de coupe, ben, on augmente les chances que la biodiversité puisse trouver un habitat. Et aussi, on observe que les mammifères et la faune aviaire vont tendre à utiliser ces îlots forestiers-là. Un autre avantage, c'est ce qui se passe autour de nos îlots, hein. Ben, ça peut nous permettre d'améliorer la survie des semis qui se retrouvent autour des îlots forestiers qu'on a conservés, hein, parce que ça leur protège du vent, hein. Ça limite la radiation solaire qui va atteindre directement les semis, hein, et ça va augmenter le statut nutritionnel des sols environnant les îlots forestiers, dû à la chute des feuilles ou de la litière qui va s'accumuler. Et tout ça, ça a aussi un impact sur la biodiversité où on a observé que certains invertébrés détritivores, donc qui vont utiliser la matière organique, vont coloniser ce parterre-là autour des îlots forestiers et ça va attirer aussi certains de leurs prédateurs. Et somme toute aussi, ben, ça permet de maintenir un habitat au sein de la perturbation, hein, qui permet des fois de se voir se côtoyer certains organismes de fin de succession qui ont survécu dans l'îlot, hein, mais aussi ajouter des organismes de milieu ouvert qui vont s'ajouter, et ça fait des îlots qui peuvent avoir quand même une bonne diversité au final, hein. Mais pour avoir vraiment des effets sur la biodiversité, il faut minimalement préserver 5 à 10 hein, du couvert pour vraiment avoir un effet sur la biodiversité. Donc, somme toute, la rétention forestière, ça peut nous permettre d'augmenter la disponibilité en bois, qui est une problématique dans des coupes totales traditionnelles, hein. C'est un habitat pour des organismes de fin de succession et de début de succession, hein. Et ça peut faciliter aussi le flux des organismes en augmentant la connectivité de notre paysage, hein. En contrepartie, il y a quand même quelques zones d'ombre par rapport à comment on devrait disposer spatialement nos îlots, hein. Et aussi, si l'avantage à court terme, qu'on peut observer, elle perdure dans le temps, où ces ressources-là s'épuisent et en fait, ça ne dure pas vraiment dans le temps les avantages qu'on peut voir liés avec la biodiversité. Donc maintenant, les places des coupes partielles dans les plans d'aménagement forestier, hein. En fait, on se rend compte que, ben, en fait, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que l'aménagement par coupe totale peut nous permettre de créer des paysages plus ou moins similaires à des perturbations naturelles de grande intensité. Mais les coupes partielles peuvent potentiellement nous permettre de reproduire des paysages qui sont produits par les perturbations secondaires ou par la dynamique par trouée qu'on retrouve dans les peuplements âgés. Donc, on a une diversité de coupes partielles qu'on applique pour différents objectifs sylvicoles, mais aussi on peut les caractériser par rapport à leur pourcentage de prélèvement du bois qu'on fait. Par exemple, des coupes de jardinage, des coupes par trouée visent généralement des faibles prélèvements. Des éclaircies commerciales vont viser plutôt autour de 30 de la récolte. Les coupes progressives entre 45 et 70 hein, et les coupes à diamètre limite vont viser 70 à 90 du prélèvement de la forêt. Et à l'autre extrémité du gradient, c'est les coupes totales avec rétention ou sans rétention qu'on a parlé au début, qui visent 90 à 100 de la récolte. Ce qu'on se rend compte, c'est que quand on prélève des petits volumes de bois, hein, des petits pourcentages de la forêt, hein, ça nous permet de préserver des zones résiduelles hein, qui sont quand même assez grandes, qui nous permettent de garder le volume de bois dans ces zones-là, hein, qui nous permettent de garder aussi les arbres vivants, hein, et ça fait des conditions de lumière qui peuvent être similaires à un peuplement qui a une dynamique par trouée. Ce qui fait que c'est pas vrai pour tous les groupes taxonomiques, il y en a tout le temps qui vont être plus vulnérables à ces changements-là, hein, mais la majorité des groupes taxonomiques vont être préservés dans un peuplement où on fait des coupes qui visent un petit pourcentage de prélèvement. Ensuite, plus on prélève, hein, plus on va venir changer les conditions, on va augmenter la condition de luminosité, on enlève plus de bois en général, hein. Ce qui fait que ce qu'on observe, c'est que déjà là, il y a certains organismes qui sont liés au peuplement mature qui seront plus là hein, parce qu'ils sont trop vulnérables à ces changements-là.
Mais de façon générale, ça nous permet de commencer à avoir une structure qui va être intermédiaire et qui parfois est même plus diversifiée que notre peuplement de base, hein, parce qu'il vient regrouper certains organismes de milieu ouvert qui vont commencer à coloniser et qui s'ajoutent avec les organismes de fin de succession. Quand on coupe encore plus, hein, encore là, c'est toujours une question de vulnérabilité. Il y en a certains qui ils font déjà plus partie de l'assemblage rendu là, hein, mais on a encore plus changé le microclimat par rapport à notre peuplement sans prélèvement, hein. On a une réduction qui commence à être vraiment accrue de la quantité de bois qui est autant vivant que mort, qui est présent, hein. Ce qui fait que là, on a une composition qui commence à se ressembler plus à ce qu'on observe dans une coupe totale avec ou sans rétention. Donc, les coupes partielles, leur gros avantage, c'est que on peut créer une diversité d'habitats avec ça, hein, et ça peut nous permettre de viser différents objectifs sylvicoles, mais aussi différents objectifs de conservation. Et ce qu'on remarque, c'est que quand on fait un faible prélèvement, on réussit quand même à tenir un assemblage d'espèces qui va être relativement similaire à ce qu'on observe dans les peuplements matures et âgés. Donc là, pour revenir à la question de départ, est-ce que l'aménagement forestier écosystémique remplit son rôle vis-à-vis de la conservation de la biodiversité? Le premier point que j'aimerais rappeler, c'est que le but de ce type d'aménagement-là, c'est pas d'imiter les perturbations ou les processus naturels qui se produisent dans la forêt. Tout simplement parce que c'est pas possible, parce qu'il y a toujours dans l'aménagement forestier un objectif qui est quand même de récolter le bois. Si on fait fi de cet objectif-là, on ferait juste pas de foresterie. Fait que le fait que le but, c'est d'enlever du bois de la forêt, fait en sorte qu'il va toujours avoir un écart par rapport à ce qui se produit naturellement dans la forêt. Donc, la question, c'est de se demander si ce qu'on fait actuellement réduit suffisamment l'écart pour préserver quand même la biodiversité. Et pour répondre, je dirais qu'actuellement, ça fonctionne plus ou moins, hein, surtout du point de vue du volume de bois mort qu'on perd encore, hein, la perte de forêt âgée et la façon qu'on perturbe les sols, hein, mais aussi des changements dans la composition que je n'ai pas trop abordé dans ma présentation. Mais ces changements-là, hein, ben, en fait, c'est à se questionner si on pourrait encore réduire l'écart pour pouvoir améliorer ça, hein. Mais aussi, il y a une question que la foresterie qui est actuelle est encore... tu sais, ce qu'on observe encore aujourd'hui a encore des... En fait, la foresterie d'avant a encore des effets sur ce qu'on observe aujourd'hui, hein, dans la forêt. Donc, il y a quand même possibilité d'avoir des améliorations dans le futur et des solutions à ça pour aider, et c'est déjà un peu ce que prévoit l'aménagement forestier écosystémique, hein, c'est de diversifier nos procédés sylvicoles, hein, par exemple en ajoutant du brûlage dirigé, de la rétention forestière ou les coupes partielles, hein, pour venir diversifier les habitats forestiers qu'on va créer. Et là, je dis pas qu'on va se mettre à faire du brûlage forestier sur tous nos sites de coupe, hein. C'est pas ça l'objectif, hein, parce qu'en fait, une des plus grosses problématiques qu'on a avec l'aménagement forestier actuel, hein, c'est qu'on tend à homogénéiser les sites où on a fait de la coupe forestière. Parce que, en fait, la dynamique naturelle, elle résulte de plein de combinaisons qui peuvent se produire, qui font en sorte qu'on a une diversité de structures forestières qui sont produites. À certains endroits, la biodiversité va être favorisée et il y a certains autres organismes qui sont nuits, hein, mais ces organismes qui sont nuits dans ce type de structure-là sont peut-être favorisés à un autre endroit, hein. Ce qui fait qu'on a quand même une balance, hein, dans tout ça. Sauf que quand nous, on utilise des outils sylvicoles qui sont limités et on tend à utiliser toujours les mêmes, ben, on vient toujours créer le même genre de structure partout dans notre paysage. Donc, les organismes qui sont nuits ici, ils sont nuits aussi là-bas, puis ils sont toujours les perdants au final, hein. Et en ce moment, les grands perdants qu'on a, c'est les organismes de fin de succession et de début de succession et les organismes saproxyliques qui ne trouvent vraiment pas leur place dans l'aménagement forestier. Mais pour essayer de limiter cette homogénéisation-là, et l'aménagement forestier écosystémique, c'est un bon concept, à mon avis, pour ça, qui veut tenter de diversifier les structures, par exemple en ajoutant plus de coupes partielles avec les coupes totales, hein.
Et tous les choix qu'on fait par rapport à quelle coupe on devrait utiliser, où et quand, ben, sont toujours balisés par rapport à les perturbations naturelles qui affectent normalement un paysage. Par exemple, si on est à un endroit où il n'y a pratiquement jamais de feu forestier, mais on ne misera pas à 100% sur les coupes totales, hein, parce qu'ils vont créer un habitat qui n'existait pas dans cette région-là auparavant. Et au final, comme je disais, il va toujours avoir un écart qui va exister entre l'aménagement et ce que la forêt produit comme structure naturellement. Et pour préserver les organismes qui sont vraiment vulnérables à cet écart-là, aussi minime qu'il pourrait être, ben, ça va être important de valoriser les produits naturels de la forêt, hein, donc soit par la protection d'aires forestières. Et ça, ben, ça veut dire aussi d'utiliser avec précaution les coupes de récupération qui visent à aller chercher le bois dans des peuplements euh, qui sont perturbés de façon naturelle, hein. Donc, on pourra en reparler si vous voulez dans la période des questions, hein, mais je vais passer vite sur ça. Donc, maintenant, quelles sont les avenues de la recherche dans le domaine? Parce que ça reste que l'aménagement forestier écosystémique, c'est un sujet qui est relativement récent dans l'histoire forestière, hein. Donc, il y a nécessairement de la recherche qui va être encore faite sur le sujet, hein. Le premier sujet que je me questionne sur l'avenir de la recherche, c'est sur comment on fait pour évaluer, qu'on évalue la diversité biologique dans nos peuplements. Donc, en ce moment, toute ma présentation découlait principalement du fait que telle espèce est favorisée ici, mais est nuit là. Puis, tu sais, c'est tout le temps des comparaisons de comment que la communauté change par rapport à la perturbation, hein. Mais on a un autre niveau encore plus fondamental qui est la diversité génétique, hein, que ça, c'est même à l'intérieur même d'une même espèce. Et cette diversité génétique-là, potentiellement, va pouvoir aider les organismes à survivre dans un climat changeant. Et avec les changements climatiques, ben, ça va peut-être être important que toutes les opérations sylvicoles qu'on fait dans nos forêts ne viennent pas à réduire la diversité génétique des individus, qui potentiellement va nuire à leur survie dans le futur. Un autre point, c'est comment on va ajouter la connectivité du paysage et euh, la continuité dans le temps des ressources dans les plans d'aménagement. Parce que on voit beaucoup de fragmentation qui se crée due à l'aménagement forestier, hein, mais il y a de l'importance de conserver le flux des organismes dans notre paysage, parce que même si on crée une zone de conservation, ben, il faut que les organismes qu'on vise par cette mesure-là puissent s'y rendre ou l'utiliser. Ensuite, l'autre questionnement, c'est par rapport aux récoltes forestières successives, hein. Par exemple, en ce moment, on dit que quand on fait une récolte... Excuse-moi, est-ce que tu vas pouvoir conclure bientôt, là? Tu es déjà presque au double du temps qui était prévu. Oui, il me reste 2 diapos. OK, merci. Parfait. C'est ça. Fait que tantôt, on disait que la première récolte partielle de 30% généralement peut conserver les organismes qui sont présents normalement dans un peuplement âgé, hein. Mais ce qui se passe après, c'est que, disons, 50 ans plus tard, on va venir récupérer le reste du bois, hein, et on va recauser une perturbation qui potentiellement ne garde pas à ce moment-là les attributs de la forêt. La forêt va se régénérer et ce que je me demande, c'est que quand on est rendu à un deuxième cycle de récolte, est-ce que les avantages qu'on voyait au début sont préservés dans le temps, donc au-delà d'un cycle de récolte, hein? Et finalement, c'est une thématique qui est déjà présente beaucoup dans la recherche, qui est les changements climatiques, mais clairement, ça va faire partie encore aujourd'hui et plus tard des questionnements pour l'aménagement forestier écosystémique. Autant que qu'on se demande comment que notre capacité forestière va évoluer dans le temps avec une potentielle augmentation des perturbations naturelles, et aussi comment va évoluer notre demande en bois, hein, dans un climat qui est changeant. Donc, je vais arrêter ça maintenant. Donc, merci beaucoup de votre écoute prolongée, hein, et ça va me faire plaisir de répondre à des questions. Merci. Vu la présentation très claire, je dirais, je vais peut-être laisser du temps pour une ou deux questions pour celles et ceux qui ne sont pas dans le comité, là, mais par souci du temps, là, je ne peux pas en prendre plus. Oui, hein? Ben,
Ma question était vraiment directement en lien avec ta dernière diapo. Fait que si tu veux avancer un peu là-dessus, vas-y. Mais dans le fond, je me demande, est-ce que l'aménagement écosystémique peut être pertinent dans un contexte où justement l'état de référence ou genre ta variabilité naturelle, Ouais. on ne sait même pas si elle resterait la même dans le contexte de changement climatique, tu sais, parce que les forêts vont évoluer avec Ouais. comme leur contexte environnemental. Mais je suis pas en désaccord avec ce que tu apportes, là, dans le sens que c'est sûr qu'il va peut-être avoir des parties de l'aménagement forestier qui vont changer par rapport à ça, parce que... Mais je pense que ça peut quand même avoir un impact positif, parce que là, si, mettons, on fait, OK, regarde, l'aménagement forestier, ça marche plus, mais qu'on continue à récolter quand même, mais là, on va faire comme un... On va doublement perturber notre paysage. Là, par exemple, si on a plus de feux dans une région qui viennent affecter nos peuplements forestiers, puis en plus, on continue à faire de la coupe forestière sans vraiment continuer à avoir un œil sur le maintien un peu de cet équilibre-là, ben, j'ai l'impression qu'on va empirer la problématique en faisant doublement de la perturbation, hein. Donc, j'ai l'impression que ça va quand même rester, ça peut rester quelque chose d'important quand même de tenir en compte, de essayer de conserver des structures forestières qui existaient dans le passé pour pas doublement affecter le paysage. Mais c'est une question, tu sais, c'est une question difficile. Ouais, Parce que ouais. on n'a pas la réponse. J'ai l'impression que je pourrais comme y réfléchir ce soir puis t'en revenir avec une autre réponse demain. C'est ça, vous irez prendre un café. Euh, Écoutez, merci tout le monde, là, ceux et celles qui ne font pas partie du comité. Je vous demanderai de quitter la salle réelle ou virtuelle, s'il vous plaît, pour qu'on puisse continuer avec Sabrina.